je vais vous raconter une histoire d'amour hors du commun. Ça débute en 1795. Lui, vous l'avez reconnu, c'est Napoléon Bonaparte. À cette époque, il a 27 ans et il est déjà général en chef de l'armée de l'intérieur. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est le côté cœur. À cette date-là, Bonaparte est toujours célibataire. Faut dire qu'il a peu d'expérience avec les femmes. Il est plutôt maladroit, il ne sait pas s'habiller, toujours mal coiffé, et il a une drôle de façon de parler. Oh toi là! Tu vas le faire mettre un clapet! Ou, pardon mon général. Un beau jour d'automne, notre ami le général rencontre enfin l'âme sœur. Coup de foudre immédiat. Elle s'appelle Marie-Joseph Rose. C'est à vous ces beaux yeux-là? Peut-être beaux yeux, tu sais. Par contre, pour elle, c'est pas ça du tout. Mais d'où sort-elle, cette Marie-Joseph Rose, me demanderiez-vous? En 1763, Marie-Joseph Rose, tachère de la pagerie, voit le jour à la Martinique dans une riche plantation sucrière. Contrainte et forcée, elle se marie à 15 ans avec le vicomte Alexandre de Beauharnais. Le jeune couple s'installe à Paris et aura 2 enfants. Mais pendant la Révolution, Alexandre se fait décapiter. Ça ne rigolait pas à l'époque, un pet de travers et hop, à la guillotine. C'était la terreur. Marie-Joseph Rose s'est donc retrouvée seule, sans le sou, avec ses 2 enfants. Heureusement, elle a pas mal d'amants dans la bourgeoisie révolutionnaire, dont le fameux Barras, grand élu du gouvernement de l'époque qui s'appelle le Directoire. Oh, sacré Marie-Joseph Rose! T'es une petite coquine, toi, hein? Ah, viens par là, viens. Oh, viens! Et quand Napoléon l'a rencontrée, Marie-Joseph Rose a déjà quelques heures de vol. Mais il est fou, amoureux. Vous avez les plus beaux yeux du monde. Mio dolce amore. Finalement, il se marie le 9 mars 1896 à la mairie du 2e arrondissement de Paris. Désormais, pour ne pas utiliser le prénom que prononçaient ses ex-amants, il appellera Joséphine. En même temps, c'est plus rapide que Marie-Joseph Rose. Et le mariage l'a changé. J'ai changé. Mais il y a une ombre au tableau. C'est que Laetitia Bonaparte, la maman de Napoléon, n'accepte pas le mariage de son fils. D'autant plus qu'elle n'a pas été tenue au courant de cette union. D'où grosse colère. Napoléon! Madre, je t'ai déjà demandé de ne pas m'appeler Napoléon devant tout le monde. Pour la petite parenthèse, Nabulion était le surnom que lui donnait sa maman. Alors, qu'est-ce que j'apprends? Tu te maries avec une femme qui a déjà 2 gosses et en plus elle est plus vieille. Ah, c'était plutôt mal barré pour Joséphine et sa belle-mère. 2 jours plus tard, Napoléon part faire la guerre. D'abord la campagne d'Italie, puis celle d'Égypte. C'est vous dire que les jeunes tourtereaux ne se sont pas tellement vus après le mariage. Alors, il lui écrit des lettres d'amour. Tu es l'objet perpétuel de ma pensée. Mon imagination s'épuise à chercher ce que tu fais. Oh le pauvre, s'il savait! Parce que Joséphine, à force de s'ennuyer, elle s'est prise un amant. En la personne du jeune capitaine de hussards, Hippolyte Charles. Beau gosse, toujours bien sapé. En plus, il paraît qu'il était très rigolo. Alors, après une bataille, Napoléon entre dans une auberge et il dit au patron « J'ai vaincu ». Et le patron lui répond « Je suis désolé monsieur, je n'ai que 19 chaises ». Allez hop! Oh, ça va, on a compris là. Pendant ce temps, en Égypte, tout le monde est au courant pour Joséphine et son amant. Sauf lui. Mais à force, il commence à se poser des tas de questions et sur un coup de tête, décide de rentrer à la maison. Le 9 octobre 1799, le général débarque à Saint-Raphaël et fonce sur Paris. Attention, il est de très mauvais poil. Quand Joséphine apprend son retour, elle commence à flipper, car elle a eu vent que Napoléon était au courant de sa liaison extra-conjugale. Elle décide alors de prendre la route pour aller au-devant de son mari. Ça lui fera une belle surprise, qu'elle se dit. Mais elle se gourde de chemin. Elle prend la route de Bourgogne alors que Napoléon passe par Nevers, c'est ballot. Et quand le général arrive au petit matin à la maison, elle est vide. Magistral collège. Je divorce! Je divorce! Quand Joséphine est de retour, la porte est close.
Elle passe la nuit à pleurer et à supplier pour qu'il lui ouvre la porte. En vain. Elle réveille alors ses deux enfants et leur dit de pleurer avec elle devant la porte close. Faute de quoi, ils seront privés de dessert. Ces derniers ne se font pas prier et s'exécutent immédiatement. Napoléon, entendant les pleurs des gamins, est bouleversé et va enfin ouvrir la porte. C'est quand même un grand sensible, ce Bonaparte. Le 9 novembre 1799 est une date clé dans la vie du couple. Et oui, Napoléon dissout le Directoire en organisant un coup d'État. Du jour au lendemain, il a tous les pouvoirs. Il est devenu aussi puissant qu'un roi. Mais attention, il a la tête sur les épaules, le bonhomme. Parce qu'être roi à l'époque, ce n'était pas ce qu'il avait de mieux à faire. Alors, il ambitionne de devenir empereur. Mais pour être empereur, il faut organiser un sacre. Et ça ne se fait pas comme ça, un sacre. D'abord, il faut trouver un pape. Et un pape, ça ne se déplace pas comme ça non plus. Il faut trouver une grande salle pour la cérémonie. Notre-Dame de Paris fera l'affaire. Et pour immortaliser ce moment, il faut choisir un bon peintre. Ce sera David. Je suis un illustre peintre. Mais il n'était pas italien, David. Il était français. Je suis un illustre peintre. Pour la petite anecdote, la veille du sacre, Joséphine a fait une énorme gaffe. Elle est allée raconter à Picette... oui, Picette, c'était le nom du pape de l'époque qui s'appelait Picette. Bon, allez, c'est bon. Donc, elle est allée lui raconter que son mariage avec Napoléon était un mariage civil. Alors là, fureur du pape. Aussitôt, il exige que le couple se marie sur le champ dans une église, ou sinon il rentre à Rome et plus de sacre, terminé, walou. Ils ont été obligés de se marier religieusement dans la nuit, d'où l'agacement du futur empereur. Comme si j'avais que ça à faire. Et le lendemain, le 2 décembre 1804, le jour du sacre. Ce fut grandiose. Il faisait super froid, mais c'était bien organisé. Napoléon bouscule la coutume en se couronnant lui-même, avant de couronner Joséphine. Le pape s'est même demandé ce qu'il foutait là. Tout le monde est présent, sauf la Madré, la maman de Napoléon, toujours aussi fâchée. Alors, que fait-elle sur la toile, me diriez-vous? En fait, ça rentre dans le domaine des effets spéciaux de l'époque. Elle n'est pas présente ce jour-là. Mais le peintre David l'a fait apparaître d'un coup de pinceau, comme ça. C'est un illusionniste, ce peintre. Je suis un illustre peintre. Et Joséphine dans tout ça? Pardon, l'impératrice Joséphine. Elle tombe de plus en plus amoureuse de son empereur de mari. Par contre, lui, toujours amoureux, mais c'est pas pareil qu'avant. Hein. Il commence à devenir un peu volage, ça va à droite à gauche, et par-ci par-là. Ah, sacré Napoléon, va. Oh pardon, sacré empereur. Mais il commence à gouverner en dictateur. Napoléon fait la guerre dans toute l'Europe. Il enchaîne les batailles et les victoires, mais doit faire face à une lourde défaite, c'est qu'il n'aura jamais le bébé tant désiré de Joséphine. Elle est devenue stérile, la pauvre. Comme il lui faut à tout prix un héritier, c'est les cœurs brisés que le 30 novembre 1809, Napoléon annonce à Joséphine qu'ils vont devoir divorcer. Il est contraint, pour raison d'État, d'épouser une très jeune et jolie princesse autrichienne. À ces mots, elle tombe dans les pommes. Mais Napoléon ne la laisse pas tomber comme ça. Pour son cadeau de divorce, il lui offre le château de la Malmaison et son merveilleux jardin botanique. Entre deux batailles, dès qu'il a un petit moment, Napoléon descend lui rendre visite à la Malmaison, car il ne cesse de l'aimer. Oh là là, je suis mort, moi. Mais c'est normal, tu travailles trop, mon aboudou. Allez, on va faire un gros dodo. J'éteins. C'est le début de la fin. En 1812, Napoléon décide d'envahir la Russie du tsar Alexandre Ier. Mais attention, c'est un malin le tsar, il a plus d'un tour dans son sac. Napoléon s'est fait berner, des milliers de morts, la grande armée est détruite, c'est la Bérésina. Et c'est de marbre qu'il dit « Alexandre Ier a vaincu. » Désolé, je n'ai que 19 chaises. L'empereur abdique et se retrouve en exil sur l'île d'Elbe.
Il faut savoir qu'Alexandre Ier estime énormément Joséphine. D'ailleurs, après la capitulation de l'empereur, le tsar lui rendra souvent visite à la Malmaison. Ah, c'était un sacré lascar, ce tsar. Il lui a tout fait à Napoléon. Et un jour d'hiver, pendant une promenade avec Alexandre, elle attrape froid. Faut dire qu'elle est vêtue d'une robe avec un décolleté plus que plongeant. Elle tombe malade et 2 jours plus tard, le 29 mai 1814, Joséphine décède d'une pneumonie. Un mois après, sur son île, Napoléon apprend la triste nouvelle. Il décide de s'évader et avant de préparer son ultime bataille, il fait un crochet à la Malmaison. Devant l'escalier dérobé qu'il avait tant de fois emprunté pour rejoindre la chambre de sa bien-aimée, il ne peut s'empêcher de se souvenir des 12 instants passés à ses côtés. L'empereur sera de nouveau exilé, mais ce coup-ci, il est envoyé sur une île lointaine, très lointaine, l'île de Sainte-Hélène. Et le 5 mai 1821, avant de rendre l'âme, Napoléon prononce dans un dernier souffle ces quelques mots. Joséphine.